Bonsoir mes amis. Ce soir, je vous raconte la vraie histoire de l'ours cocaïne. Installez-vous confortablement. À l'hiver 1995, un grand ours noir américain errait dans une forêt de Géorgie lorsqu'il vit quelque chose d'étrange étendu sur le sol. Intrigué, l'ours s'approcha et commença à gratter et à lacérer cette chose jusqu'à ce qu'il finisse par la déchirer. Immédiatement, une étrange odeur fleurie emplit l'air. Moins de 10 minutes plus tard, cet ours allait vivre quelque chose que littéralement aucune autre créature vivante sur Terre n'a jamais vécu. Et c'est seulement le début d'une des histoires les plus étranges qui va faire sensation dans le monde entier. Au début du mois de décembre 1995, dans la forêt nationale de Chattahoochee, dans le nord de la Géorgie, un chasseur avançait très prudemment à travers les arbres, essayant de traquer un cerf. Ce chasseur avait suivi ce cerf sur plus d'1 kilomètre, mais cela faisait un moment qu'il n'avait vu aucun signe de sa présence. Alors que ce chasseur continuait à avancer furtivement, il prenait de plus en plus conscience du bruit assourdissant que produisait à chacun de ses pas, car le sol tout autour de lui était recouvert de feuilles sèches. Ainsi, chaque pas qu'il faisait produisait un bruit fort et craquant. Finalement, ce chasseur s'arrêta et décida que traquer ce cerf était totalement inutile, car il l'effrayait en s'approchant avec ses bruits de craquement. Mais avant que ce chasseur ne soit prêt à abandonner et à retourner à son véhicule, il continua un peu plus loin et, lorsqu'il traversa une zone particulièrement dense, il aperçut une clairière devant lui. Au moment où il vit ceux qui se trouvaient dans cette clairière, il se figea, fit un pas en arrière dans les buissons, puis se cacha derrière un rocher, car dans cette clairière, il vit un animal, et ce n'était pas un cerf, c'était un énorme ours noir américain. En règle générale, les ours noirs américains ne sont pas agressifs envers les humains. Cependant, si, par exemple, vous surpreniez accidentellement un ours noir comme l'avait fait ce chasseur, et que vous le surpreniez soudainement par votre simple présence, l'ours pourrait réagir en vous bondissant dessus et vous déchiqueter. Ainsi, ce chasseur, avec sa batte appuyée contre le rocher et son fusil fermement serré contre sa poitrine, réfléchit à ce qu'il allait faire pour se sortir de cette situation. Au début, il pensa « D'accord, je vais simplement me lever et partir tranquillement. » Mais il se souvint alors du bruit des feuilles, et même s'il avait eu de la chance en s'approchant sans alerter l'ours, il craignait de ne pas avoir autant de chance en repartant, que ces feuilles pourraient alerter l'ours de sa présence. Ainsi, le chasseur se mit à penser « Bon, et si je me levais et commençais à tirer sur cet ours ?» Mais le chasseur savait que le gros problème avec ce plan était qu'il avait un fusil de chasse pour cerf, ce qui n'était pas du tout assez puissant pour abattre rapidement un ours noir, si tant est que cela soit possible. Et donc, s'il commençait à tirer sur l'ours, il y avait de très grandes chances que l'ours se retourne et le déchiquette avant qu'il ne puisse neutraliser l'ours avec son fusil. Alors que ce chasseur envisageait tous ces scénarios derrière le rocher, il réalisa quelque chose. Il n'avait pas du tout entendu l'ours jusqu'à présent. Les ours en général sont des animaux très bruyants. Rien que leur respiration habituelle est si gutturale et bruyante qu'on peut l'entendre à une assez grande distance. Et le chasseur se disait « Je ne peux pas l'entendre respirer. Et maintenant que j'y pense, je n'ai pas entendu cet ours une seule fois depuis que je suis près de lui. » Ainsi, le chasseur se leva très prudemment derrière son rocher, se retourna et scruta les buissons, regardant à nouveau dans cette clairière. Et quand il aperçut de nouveau l'ours, il réalisa immédiatement que l'ours était mort. L'ours était un peu affaissé en avant, et son corps ressemblait presque à un ballon dégonflé. Le chasseur était tellement soulagé qu'il faillit éclater de rire. Il sortit donc de derrière son rocher et se fraya un chemin à travers les buissons jusqu'à la clairière pour mieux observer l'ours. Mais quand le chasseur se trouva juste au-dessus de l'ours, en le regardant de haut, quelque chose lui sembla immédiatement très étrange. Cet ours était bien trop jeune pour être mort de cause naturelle. Cependant, après avoir un peu touché et tâté l'ours et l'avoir soulevé de chaque côté pour essayer de regarder en dessous, il ne remarqua aucune blessure visible. C'était comme si cet ours était mort subitement sans raison apparente. Mais le chasseur ne passa pas beaucoup de temps à se demander ce qui était arrivé à l'ours. Au lieu de cela, il se dit à lui-même qu'il devait y avoir une explication logique à sa mort. Après un dernier regard sur l'ours étendu au sol, le chasseur fit demi-tour et entama la longue marche à travers les bois, de retour vers son véhicule. Il s'avérera qu'il y avait une explication à ce qui était arrivé à cet ours. Cependant, cette explication était tout sauf logique. Mais pour arriver à cette explication, nous devons remonter le temps. Vers 23 heures le 10 septembre 1995, soit 3 mois avant que le chasseur ne découvre cet ours mort, 2 pilotes volaient dans leur petit avion Cessna à 6 places au-dessus du nord de la Géorgie, se dirigeant vers le Tennessee. Alors que ces pilotes volaient très tranquillement,
Ils interceptèrent soudainement sur leur radio un message vocal qu'ils n'étaient définitivement pas censés entendre. Cela ressemblait à d'autres pilotes qui communiquaient entre eux, et ils parlaient de suivre cet avion Cessna qu'ils pouvaient voir voler au-dessus du nord de la Géorgie. Les échanges radio comme celui-ci ne peuvent être interceptés que si votre radio qui effectue l'interception est physiquement proche de la personne qui émet les transmissions. Sachant cela, les deux pilotes dans ce petit Cessna savaient que les personnes qui parlaient de suivre leur avion devaient parler d'eux, les deux pilotes de ce Cessna. La plupart des pilotes, s'ils entendent soudainement une transmission radio indiquant que leur avion est suivi par d'autres pilotes, pourraient contacter ces pilotes et leur demander pourquoi ils les suivent, ce qu'il se passe. Maintenant, le copilote de ce petit Cessna aurait peut-être voulu réagir de cette façon. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, le pilote principal l'arrêta et lui dit « En fait, je sais exactement pourquoi quelqu'un pourrait vouloir nous le dire, et malheureusement, nous allons tous les deux devoir sauter de cet avion. » Avant que le copilote ne puisse réellement réagir à cette nouvelle, le pilote principal avait mis l'avion en pilote automatique, ce qui permet à l'avion de voler en ligne droite, à une vitesse constante et à une altitude constante, jusqu'à ce qu'un pilote revienne et reprenne le contrôle de l'appareil, ou bien que l'avion reste en pilote automatique jusqu'à épuisement du carburant et s'écrase ou entre en collision avec quelque chose. Après avoir fait cela, le pilote principal se tourna vers le copilote et lui fit signe de le suivre dans la cabine principale de l'avion, essentiellement la partie principale de l'appareil où se trouvaient tous leurs bagages. Le copilote était tellement confus quant à ce qui se passait, tellement paniqué, qu'il suivit simplement le pilote principal. Les deux montèrent par-dessus les deux sièges avant et entrèrent dans la cabine principale de l'appareil, où le pilote principal commença à attacher des parachutes sur certains de leurs bagages. Pendant ce temps, il dit au copilote d'ouvrir la porte latérale de l'avion. Le copilote, encore plus déconcerté, ne savait pas du tout comment réagir. Alors il tendit la main et ouvrit cette porte de l'avion en mouvement. Dès qu'il le fit, une grande bouffée d'air froid de la nuit s'engouffra à l'intérieur de la cabine, et cela devint si bruyant à cause du vent hurlant qui s'engouffrait que les deux pilotes ne pouvaient même pas se parler. Et puis le pilote principal commença simplement à pousser les bagages hors de l'avion, dans la nuit, tombant droit vers le sol, très très loin en dessous d'eux. À un moment donné, le copilote le rejoignit simplement et commença à pousser les bagages hors de l'avion. Et puis une fois que tous les bagages furent sortis, le pilote principal a poussé un parachute dans les mains du copilote et lui a dit « Mets-le ». Il a dû faire un geste pour se faire comprendre, car il ne pouvait pas s'entendre. Pendant que le copilote se débattait pour enfiler son parachute, le pilote principal enfilait le sien, puis juste après que le copilote ait à peine mis son parachute, le pilote principal l'a poussé hors de l'avion par le côté, puis il a sauté à son tour. Ils ont donc essentiellement abandonné leur avion qui était toujours en pilote automatique, et à un moment donné, il allait simplement s'écraser, environ 5 heures plus tard, dans une banlieue de Knoxville, dans le Tennessee. Un homme de 85 ans nommé Fred Meyers se réveillait. Fred se levait toujours avant le lever du soleil. C'était une partie de sa routine quotidienne. Il se levait, s'habillait, se lavait et se rasait le visage. Puis il s'asseyait pour lire le journal local. Cette routine simple était en fait très importante pour Fred, car il avait récemment été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer, une maladie progressive qui détruit la mémoire. Avoir cette sorte de routine fixe l'aidait à gérer ses symptômes, du moins le matin. Il pouvait entrer en pilote automatique et suivre cette routine sans se perdre. Cependant, ce matin-là, quelque chose allait se produire qui laisserait Fred plus confus que jamais dans sa vie. Fred était arrivé dans sa salle de bain. Il s'était lavé le visage et avait commencé à se raser, quand du coin de l'œil, il remarqua quelque chose d'étrange à l'extérieur, dans son allée. Il pouvait le voir à travers une fenêtre à proximité, mais il faisait encore si sombre dehors que Fred ne pouvait pas distinguer ce que c'était. Curieux, Fred posa son rasoir et se dirigea vers la fenêtre pour mieux voir. Quand il arriva à la fenêtre et regarda dans son allée pour voir ce que pouvait bien être cette chose étrange, il n'en croyait pas ses yeux. Il y avait un énorme parachute dans son allée, et sur le parachute se trouvait le pilote principal du Cessna. Après avoir poussé le copilote et sauté lui-même, lorsque le pilote principal a tiré sur son cordon de largage, son parachute ne s'est pas déployé, ou, s'il s'est déployé, il ne s'est pas gonflé complètement. Il a donc été contraint d'utiliser son parachute de secours, mais il ne s'est pas gonflé assez rapidement pour l'empêcher de s'écraser au sol. Le pilote principal a donc heurté le sol à une vitesse terminale, subissant des blessures internes catastrophiques, et il est décédé quelques minutes seulement après avoir touché le sol. Fred était tellement stupéfait et déconcerté par ce qu'il voyait que, sans dire un mot, il s'est simplement détourné de la fenêtre, s'est dirigé vers son téléphone et a appelé la police, avec encore de la crème à raser sur le visage.
Lorsque la police est arrivée chez Fred ce matin-là, il s'attendait à voir un parachutiste de loisirs mort sur sa propriété. Mais quand ils ont marché jusqu'à l'allée et ont vu l'homme mort de leurs propres yeux, ils ont tout de suite su que ce n'était pas un simple parachutiste de loisirs. Il ressemblait plutôt à un soldat, portant un gilet pare-balles sur des treillis de camouflage et avec des lunettes de vision nocturne attachées à sa tête. Mais le choix de chaussures du mort a fait penser à la police que cet homme ne pouvait pas être militaire, car il ne portait pas de bottes de combat de style militaire comme on pourrait s'y attendre avec le reste de son accoutrement. Au lieu de cela, il portait des mocassins, plus précisément des mocassins Gucci, des chaussures de designer très chères. La police se demandait qui diable était cet homme et ce qu'il faisait là. La police allait découvrir cela, mais d'abord, nous devons avancer rapidement de 2 mois, soit environ 2 semaines avant que ce chasseur ne découvre cet ours mort dans la forêt nationale de Chattahoochee. À ce stade, fin novembre, l'ours était vivant et se portait bien, vivant une vie typique d'ours noir dans la forêt nationale de Chattahoochee. Cela signifiait qu'il passait la majeure partie de son temps à errer dans les bois à la recherche de quelque chose à manger. Et ce jour-là, en novembre, l'ours faisait exactement cela lorsqu'il aperçut quelque chose d'étrange du coin de l'œil, posé sur le sol de la forêt. C'était l'un des bagages que les 2 pilotes avaient rejetés de leur avion, une grosse et lourde valise. Maintenant, l'ours n'avait aucune idée si cette valise contenait de la nourriture, mais l'ours était optimiste. Il s'est donc approché en se dandinant et a commencé à gratter le sac avec ses énormes griffes. Presque immédiatement, ses griffes ont déchiré un trou dans le sac, et soudain, l'air tout autour de l'ours était rempli d'une merveilleuse odeur florale. Alors, l'ours a plongé son nez directement dans cette déchirure du sac et a commencé à renifler et lécher le contenu de ce sac. Apparemment, l'ours a adoré, car il a mangé tout ce qui se trouvait à l'intérieur, et quand il a terminé, il se sentait si bien, si plein d'énergie, qu'il a commencé à courir à toute vitesse dans une direction droite. Après avoir couru sur une centaine de mètres à pleine vitesse, tous les principaux systèmes de l'ours se sont soudainement arrêtés en même temps, et il est mort sur place, s'effondrant dans cette clairière. Environ 2 semaines plus tard, ce chasseur est entré dans la forêt nationale de Chattahoochee et a découvert cet ours mort. Puis, dans les 24 heures, le chasseur était de retour chez lui et il a raconté à l'un de ses amis la découverte de cet ours mort. Et quand il a parlé de l'ours, il a également mentionné de manière plutôt décontractée qu'il avait vu une valise dans la forêt, non loin de cet ours mort. Maintenant, pour comprendre ce que l'ami a fait ensuite, il a besoin de certains éléments de contexte. À ce moment-là, la police avait en fait découvert beaucoup de choses sur cet homme mort sur l'allée de Fred Meyers, le pilote principal du Cessna. Il savait qu'il s'agissait d'un homme de Fortian nommé Andrew Thornton, qui avait servi dans l'armée américaine en tant que parachutiste, mais après avoir quitté le service, il s'était égaré dans sa vie et était devenu un grand contrebandier de biens illégaux. À ce stade, la police avait également découvert qu'Andrew, ainsi qu'un copilote, étaient les personnes qui pilotaient ce Cessna, qui a finalement été retrouvé écrasé contre le flanc d'une montagne en Caroline du Nord. Le copilote avait survécu au saut hors du Cessna, et la police l'avait donc retrouvé et avait rapidement réalisé que ce copilote était en réalité une victime d'Andrew. Andrew avait dit à ce gars-là qu'ils allaient simplement voler vers les Bahamas pour des vacances. Et donc, lorsque ce plan s'est totalement évaporé et qu'Andrew a soudain donné l'ordre d'ouvrir l'avion, de jeter les bagages par-dessus bord et de sauter, le copilote a paniqué totalement et a simplement fait tout ce qu'Andrew voulait. Alors, ce type-là était complètement terrifié, et tout ce qu'il pouvait offrir à la police était simplement de confirmer que oui, Andrew était le pilote principal, et oui, nous avons vraiment jeté ses bagages par-dessus bord de l'avion, au-dessus d'une forêt du nord de la Géorgie. La police croyait au copilote et ne l'a pas inculpé de crime. La police a fouillé partout dans le nord de la Géorgie et a retrouvé la plupart des sacs manquants, mais il savait qu'il en manquait encore, et qu'il était vraiment important de les récupérer. Ainsi, vers le moment où ce chasseur raconte à son ami l'incident avec l'ours et cette valise, la police faisait constamment passer le message dans les médias du nord de la Géorgie, demandant à toute personne qui voyait l'un de ces sacs attaché à un grand parachute ou quelque chose du genre de se manifester et de nous le dire, nous recherchons ces sacs. Et ainsi, l'ami du chasseur a pensé que, vous savez quoi, cette valise qu'il a mentionnée dans la forêt nationale de Chattahoochee, qui se trouve dans le nord de la Géorgie, pourrait être l'un de ces sacs. Alors, l'ami a appelé les autorités, qui étaient ravis d'obtenir ce tuyau, et ils se sont précipités dans la forêt nationale de Chattahoochee, se sont rendus à l'endroit où se trouvait cet ours mort, et là, à environ 100 mètres de l'ours, se trouvait ce sac. Et c'était l'un des sacs qu'ils recherchaient, sauf que le sac était vide parce que, comme nous le savons déjà, cet ours noir avait tout mangé à l'intérieur de ce sac. Et comme vous l'avez peut-être deviné,
Ce sac, ainsi que tous les autres sacs qui avaient été jetés du Cessna cette nuit-là, étaient remplis de cocaïne, car Andrew était un trafiquant de drogue. Et cette nuit-là, lorsqu'il et son copilote ont sauté du Cessna, il essayait de faire passer en contrebande 900 livres de cocaïne d'Amérique du Sud aux États-Unis. La transmission qu'Andrew et le copilote ont soudainement entendue à la radio alors qu'ils volaient tranquillement dans leur Cessna était le son des agents fédéraux de l'Agence des douanes et de la protection des frontières des États-Unis qui avaient été alertés de la grande opération de drogue d'Andrew. Ils avaient donc envoyé 2 avions pour le suivre et potentiellement l'intercepter. Ainsi, les autorités se tenant dans la forêt nationale de Chattahoochee, regardant ce sac de Duffel vide, ne savaient pas où était allée la cocaïne qui devait s'y trouver. Mais par intuition, ils ont décidé de ramener le corps de l'ours noir mort avec eux et de lui faire une autopsie. Et comme prévu, pendant cette autopsie, le médecin légiste a ouvert l'estomac de l'ours et a déclaré que l'estomac était, je cite, « rempli à ras-bord de cocaïne », mettant ainsi fin au mystère de la mort de cet ours. Il est mort d'une énorme overdose de cocaïne. Mais l'histoire de l'ours ne s'est pas arrêtée là. Normalement, après qu'un animal a été autopsié, il est incinéré. Mais pour une raison quelconque, ce médecin légiste a décidé de ne pas le faire et à la place, il a fait empailler l'ours, puis il a offert cet ours empaillé à la région de loisirs de la rivière Chattahoochee. Et à partir de là, l'ours a changé de propriétaire plusieurs fois au cours des 2 décennies suivantes. Personne ne sait exactement qui avait l'ours et pourquoi, mais il y avait des rapports selon lesquels, à un moment donné, il a été volé dans un entrepôt, puis vendu dans une maison de prêt. Et à un certain moment, l'ours était en possession du célèbre chanteur de musique country Waylon Jennings. Et enfin, l'ours a trouvé sa demeure permanente. Aujourd'hui, il est exposé au Kentucky Fun Mall à Lexington, Kentucky, et autour de son cou se trouve une pancarte qui dit « Cocaine Bear ». Ainsi se conclut notre histoire de ce soir. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt, et bonne nuit.